Bonjour à tous, rebonjour. On va passer à la prochaine session de pitch. Cette session, elle est sur le thème de la data et le numérique au service de l'économie circulaire. Donc, vous allez pouvoir écouter et poser vos questions à Ariani, Primo Indé et le dernier, c'est, rappelle-moi, Mobius Pack, pardon, excusez-moi, petit trou de mémoire. Donc, je passe le micro tout de suite à Ariani pour 10 minutes de pitch et questions-réponses. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel, je suis le CEO et le cofondateur d'Ariani. La data et le numérique au service de l'économie circulaire, c'est le thème de cette session. Je vais vous parler d'une data qu'on appelle le passeport digital. Je vais vous parler d'une data qu'on attache à des produits qui durent. Et je vais essayer de vous montrer comment l'émergence de cette data et donc de l'infrastructure de data que chaque passeport numérique collé les uns aux autres va constituer, va nous permettre de supporter la transition de modèles linéaires vers des modèles circulaires autour des produits durables. Alors, d'abord, si vous êtes ici, vous savez que le contexte est compliqué, qu'on a des objectifs à tenir et qu'on est assez loin. Et un des problèmes, c'est de continuer de produire des objets neufs. Il y a sur Terre, par exemple, de quoi habiller 9 générations d'êtres humains sans produire un t-shirt supplémentaire. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la croissance sans vendre plus de produits? Est-ce que c'est possible de découpler la croissance de la production d'objets neufs? Est-ce qu'il est envisageable de faire basculer des entreprises qui produisent, manufacturent, vendent des biens durables, les faire basculer vers une économie de services? Alors, on a sorti un papier avec un ancien de la fondation Ellen MacArthur que vous trouverez sur notre site, qui essaie d'explorer comment cela pourrait être possible. Évidemment, la base, c'est d'essayer de créer une économie autour de la circulation du produit, la réparation, la revente, le remanufacturing. Est-ce qu'il est possible ensuite d'ajouter de la valeur à la circulation avec des contrats de service, des extensions de garantie, de la location, comme vous pouvez voir Darty-Max par exemple, chez Fnac Darty. Augmenter la valeur des produits dans le temps en améliorant les modules de performance, fournissant du contenu et peut-être un jour dématérialiser des produits pour les utiliser dans des mondes virtuels, ce qui est un petit peu plus dur à toucher du doigt aujourd'hui. Alors, pour ça, on a besoin de deux choses qu'on n'a pas aujourd'hui. On a besoin de persistance des données et de continuité numérique. Si on veut pouvoir créer de la valeur autour de ces objets, il faut finalement qu'ils existent. Il faut qu'il y ait de la data sur ces objets. Or, ces objets, quand ils sortent de la manufacture ou de la boutique, on ne sait plus ce qui leur arrive. Le passeport produit, c'est ça qui va permettre finalement de créer ce chaînon manquant. Un passeport produit associé, un passeport numérique, pardon, associé à des produits, ça permet quoi? D'accéder à de l'information sur le produit, assurer sa conformité, exigences réglementaires, informer le consommateur, le pousser à acheter de manière plus vertueuse, très bien. De construire un historique détaillé du produit et des actions de chaque partie prenante. Il a été réparé, il a été loué, il a été revendu, il a été mis à jour, sa garantie est terminée ou elle a redémarré grâce à une réparation. Et enfin, d'ouvrir des services sur l'ensemble de la chaîne de valeur grâce à la possibilité de contrôler cette data, d'avoir la propriété numérique de ce passeport, de pouvoir la transférer. Je vais vite. Le régulateur s'est emparé du sujet. Entre 2027 et 2030, tous les produits durables vendus en Union européenne devront avoir un passeport numérique. C'est le règlement ESPR, Ecodesign for Sustainable Product Regulation. Les actes délégués ne sont pas encore sortis. Tout est en cours de définition, mais c'est un train qui est en marche. L'opportunité du passeport digital, tel que nous le faisons nous, c'est de le placer sur une infrastructure ouverte qu'on appelle une blockchain, décentralisée, avec de la cryptographie pour que chacun ait le respect de ses données et de sa privacy, mais avec la garantie que tout le monde peut l'utiliser. L'idée, c'est de créer une sorte de commun de données, d'une certaine manière, autour de ces produits. Le passeport va regrouper toutes les informations. La blockchain, c'est juste l'infrastructure qui va le rendre opérable. C'est juste mieux que du cloud. Si je fais un cloud qui est chez moi, finalement, tout le monde dépend de quoi? D'une start-up. Si on le met chez le fabricant, qu'est-ce qui nous garantit que la donnée est disponible pour toujours? Chez le retailer, il n'est pas forcément d'accord avec le fabricant. L'idée, c'est de le mettre dans un espace commun, partagé, auditable, auquel on puisse faire confiance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des passeports numériques? On peut
mettre de la donnée et pouvoir la lire lorsqu'on est en contact avec le produit à travers un data controller. On peut venir écrire dans le passeport, c'est extrêmement intéressant, rajouter un historique avec la date, l'heure et les documents qui renseignent qu'est-ce qui s'est passé pour ce produit. Il vient d'être réparé, il a changé de main, une location s'est terminée. Posséder, c'est vraiment la possibilité de contrôler cette data et de pouvoir avoir la main, que l'utilisateur contrôle et la main sur cette data, puisse transférer la propriété s'il le revend. Et enfin, tout ça, ça crée de la donnée pour le fabricant, de la donnée pour le retailer, mais aussi de la donnée peut-être pour l'éco-organisme qui est en charge finalement de promouvoir la durabilité des produits. Donc, 3 avantages d'un passeport produit basé sur une infrastructure blockchain: c'est ouvert, c'est interopérable, c'est persistant, ça dure dans le temps. Un écosystème ouvert, interopérable et persistant, par exemple, autour de l'électroménager, c'est les distributeurs, les producteurs, les reconditionneurs, les services et les éco-organismes qui travaillent tous ensemble autour de cette donnée avec différents droits d'accès. Et je vais évidemment vous raconter cette histoire un peu en détail. J'y vais ici, en vous présentant ce cas d'usage concret que nous avons lancé avec écosystème Darty, Beko, donc écosystème l'éco-organisme des D3E, Darty, Beko et le réseau Envie. L'idée, c'est de créer le passeport digital des produits électriques et électroniques en mode ouvert, un commun de données avec tous ces acteurs-là. Donc, tous ces acteurs ont décidé de travailler ensemble pour attacher de la data à ces produits et permettre qu'elle soit mise à jour. Si j'achète un frigo Beko qui est réparé par Darty Max, eh bien, le réparateur ajoute dans l'historique la documentation liée à cette réparation. Et si demain, ce même frigo arrive chez Envie pour être reconditionné, eh bien, le reconditionneur a l'information. Il peut faire un choix éclairé. Il peut qualifier plus facilement ce gisement et le reconditionner à meilleur coût. Donc tout ça, c'est en cours. Je vérifie le temps. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc ça, c'est un peu technique, mais je voulais vous montrer le principe d'un commun de données. Ça, c'est la base de données. Chacun inscrit les produits un par un, le passeport produit de chaque objet. Et ensuite, il va y avoir des droits de lecture qui vont être donnés à celui qui a le QR code, l'utilisateur. Ça va pouvoir s'afficher soit sur une page du retailer, soit sur une page du fabricant, en fonction de leurs accords commerciaux. Et ensuite, on va pouvoir distribuer des droits en écriture pour venir ajouter de l'historique et en reporting pour justifier de l'allongement de la durée de vie des produits. Voilà par exemple comment ça peut se passer. Beko crée le passeport, Darty vend et inscrit la date de vente dans le passeport. C'est Beko qui répare, qui horodat, et enfin peut-être Envie qui reconditionne. Et toute cette donnée est accessible avec différents niveaux de lecture en fonction des droits de l'utilisateur. Je vais vite. Donc ça, c'est l'exemple de comment ça fonctionne. À la fin de la journée, il y a un utilisateur qui a un QR code, qui peut le scanner et qui accède à de la data qualifiée sur le produit. Ici, on va retrouver les informations du produit, son numéro de série, on va avoir évidemment la fiche produit, la notice, et on va voir apparaître cette nouveauté qui est l'historique du produit. Ici, j'ai juste la première mise en service, mais je pourrais aussi avoir le reconditionnement. Voilà l'expérience d'un réparateur. Si je suis réparateur de ce produit, je vais scanner et cette fois-ci, avec mon application métier, je vais accéder à la donnée du produit, je vais voir quand il a été mis en service, mais maintenant, je peux intervenir dans la data. Je peux venir dire, par exemple, que je vais faire une réparation, je peux donner la date, je peux ajouter de la data et cette réparation va devenir accessible aux futures personnes qui seront confrontées au produit. Dans le cas d'un acteur du réemploi, il va avoir quasiment la même interface, donc je vais aller assez vite, mais il va très vite avoir la connaissance finalement au moment du réemploi du fait que ce produit a été réparé récemment et dans quelles conditions. Voilà, il me reste 1 minute, 2 minutes, donc comme ça s'il y a une question et si vous voulez tester, c'est des QR codes, un exemple de Beko et un exemple de Darty pour que vous puissiez voir sur vos téléphones. Voilà, il me reste 2 minutes, si j'ai droit à une question, je prends. Quelqu'un a une question ? Bonjour. Moi, j'avais une question. Si j'ai un modèle qui est vendu par Darty et par Boulanger, je vais retrouver le même type d'informations sur le produit, les mêmes informations, les mêmes fiches techniques et tout ça ? C'est l'objectif. D'abord, le régulateur va standardiser. Mais nous, on a commencé à travailler avec Écosystème
qui est l'éco-organisme auquel appartient Darty. Il s'avère que Boulanger fait partie d'un autre éco-organisme qui est écologique, mais les deux, en tout cas, sont ouverts à utiliser le même système. Okay. Mais en tout cas, sur la qualification, la taxonomie des informations, c'est le régulateur qui va décider. Bonjour. Sur quel genre de produit le SPR est appliqué? Et je pensais notamment au secteur de l'automobile. Est-ce que ce serait potentiellement faisable de le faire sur les voitures? Alors le SPR va toucher plein d'objets. La première vague touche le textile, mais aussi de la peinture, tout un tas de choses dont on peut se demander sur la question de la durabilité, quel est l'angle. Mais je pense que le premier batch de produits, le problème, c'est vraiment targeter le waste, les déchets. Essayer d'éviter, de permettre à celui qui va recycler d'avoir la bonne info. Les produits plus durables comme ceux-là et les voitures vont arriver d'ici à 2030. Oui, ça marcherait très bien avec des voitures, avec l'automobile. On a une question ici. C'est bon ? Bon. Eh ben, merci beaucoup, merci de votre attention et une excellente journée à Lille. N'hésitez pas à poursuivre les échanges après, hein, bien sûr. Je vais passer la main à Primo 1D. Ouais. Vas-y, Boris. Très bien, bonjour. Donc, je suis Boris Vigo, je suis directeur général de Primo 1D. Ce que je vais dire va faire un gros lien avec ce qui vient d'être dit. Donc, imaginez en fait que chaque produit possède un passeport, un identifiant, depuis sa création jusqu'à sa mort. Sa mort, c'est l'arrivée au centre de recyclage. De plus en plus, on exige de la transparence, on exige d'avoir des informations sur les produits. Il y a des regulations qui arrivent, on l'a vu avec le passeport digital. Et je vais faire un zoom sur le textile aujourd'hui. Vous savez que la mode, c'est à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. C'est plus que l'aviation et le transport cumulés. Voilà, ça fait beaucoup. Et aujourd'hui, il y a moins de 1% des textiles usagés qui sont effectivement recyclés. Aujourd'hui, les consommateurs exigent beaucoup de transparence, de plus en plus. Les gouvernements imposent des règles, notamment le passeport digital, et j'y reviendrai. Et les marques qui ne s'adaptent pas, elles vont se faire distancer. Au-delà de la durabilité, il y a aussi l'authentification et la traçabilité. Savoir quand il y a des contrefaçons et savoir gérer des stocks. Il faut notamment savoir que dans le textile, les pertes de stock peuvent aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire que 20% du textile fabriqué, en fait, est perdu. Donc tout ça, ça entraîne beaucoup de pertes. Et c'est là que Primo 1D intervient avec un tag RFID qui est dans un fil textile et qui est lavable 100 fois. C'est-à-dire qu'il va tenir la durée de vie d'un t-shirt depuis sa création jusqu'à sa mort. Et c'est complètement différent des solutions RFID traditionnelles que vous connaissez peut-être. La petite étiquette plastifiée dans le t-shirt que vous allez découper parce qu'elle gratte. Et de toute façon, après votre passage du portique de sécurité, elle va mourir. Voilà. On a 29 brevets internationaux autour de ces fils qui résistent par ailleurs, parce que j'ai beaucoup parlé de textile, mais ils résistent à des environnements divers et variés, des hautes températures, notamment ils peuvent être montés dans du plastique, ils peuvent être injectés dans du plastique. Et aujourd'hui, cette technologie, elle permet notamment d'être un data carrier pour le passeport digital du vêtement qui arrive obligatoire dès 2027. La RFID présente l'avantage aussi de la lecture en masse. On a vu tout à l'heure des QR codes. Si je reçois un carton de 200 t-shirts avec 200 QR codes, il faut que je l'ouvre et que je scanne les 200 t-shirts en ayant trouvé le QR code qui malheureusement n'aura jamais survécu à son lavage et l'étiquette sera au mieux absente, au pire totalement délavée. Là, je lis le carton chez un recycleur en masse. En quelques secondes, je lis l'intégralité des 200 t-shirts qui sont dans le carton et je suis capable d'identifier par un accès au cloud, de quoi ils sont composés, comment je dois les recycler. Par ailleurs, vous imaginez que la gestion des stocks de cette manière-là, scanner une palette entière sans jamais avoir à l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans, c'est bien évidemment un gros gain de temps et un gain de précision. Ça garantit effectivement la traçabilité d'un produit du début à la fin. Et puis, ça renforce aussi ce type de tag RFID. Il a pour avantage de renforcer la protection contre le vol en même temps, puisqu'il est non démontable et il est cousu à l'intérieur, comme on peut le voir ici, d'un point de surjet.
ce qui permet de le rendre absolument non démontable, voire même non identifiable pour le consommateur lambda qui arrive dans le magasin. Voilà, donc c'est ce que fait Primo Indé aujourd'hui. Vous voyez l'ensemble des usages de ce fil contenant de la RFID. Je pars souvent du principe qu'il y a 50% des usages possibles qu'on ne connaît encore pas. On en découvre tous les jours dans les sollicitations clients qu'on peut avoir. On en a mis à l'intérieur de pneus, on en a mis à l'intérieur de câbles, on en a mis à l'intérieur de pièces plastiques. Et bien évidemment, le facteur de forme très particulier et la résistance aux hautes températures, à certaines chimies, permet effectivement d'avoir un nombre d'usages très grand comparativement aux étiquettes RFID traditionnelles. Voilà. Si vous avez des questions, Boris. elles sont les bienvenues. Donc là, si je comprends bien, c'est vous mettez un identifiant à l'intérieur d'un fil qui est cousu au matériel. Alors, on met une puce RFID. C'est la même chose que ce qu'il y a sur les petites étiquettes. Ouais. Je vais citer une marque locale qui est Decathlon. Quand vous allez à la caisse automatique, la lecture de ce que vous devez payer se fait par la lecture des puces RFID de l'ensemble des articles que vous avez achetés. Sur un t-shirt, elle va être dans une espèce de petit inlay plastifié que vous allez souvent découper. Il gratte vraiment celui-là. Nous, on a mis la même puce, mais avec une technologie très particulière d'antenne qui permet de la mettre dans un fil. Vous voyez sa taille ici, voire même de le mettre entre deux petits rubans, ce qui lui permet d'être cousu dans un point de surjet de 4-5 mm de large. Voilà. C'est exactement la même chose que l'étiquette, mais à l'intérieur d'un fil. Totalement flexible, on ne le sent pas. Alors j'en ai avec moi, si vous voulez les toucher, vous pourrez. Totalement flexible, totalement invisible. On peut même personnaliser la couleur pour que ça ne se voit vraiment pas. Et bien évidemment résistant à 100 lavages domestiques, ce qui est largement suffisant. Un t-shirt lavé 100 fois, il y a d'autres choses qui lâchent avant notre tag RFID. Bonjour, moi c'est plus, du coup les grosses marques de vêtements, Zara, que sais-je, ils vont utiliser ça. Eh bien, on l'espère. Alors, on l'espère. Ça prend pas plus de temps du coup à construire le vêtement, c'est quoi Non, pour eux leur non, impact, parce que quand on fabrique un vêtement, on met ce qu'on appelle les care labels. Vous savez, toute cette flopée d'étiquettes qu'on a aujourd'hui qui vous disent comment le laver, le sécher, etc. Il y aurait etc. plus ça, quoi. Donc il y en a de partout. Et il y a aujourd'hui l'étiquette RFID. Donc le care label, pour l'instant, il est encore obligatoire. Le malheur, c'est que la RFID n'est encore pas lue par un téléphone portable. Peut-être qu'elle le sera demain. Et du coup, votre care label, vous n'aurez plus qu'à lire le tag et vous aurez la manière dont vous devez laver votre t-shirt qui sera indiquée sur votre téléphone. En attendant, le temps d'intégration, aujourd'hui, Decathlon a estimé que c'était moins de 2 secondes sur un t-shirt pour rajouter notre tag. Voilà. S'il n'est pas adopté en masse aujourd'hui, c'est parce qu'il coûte plus cher que l'étiquette plastique, bien évidemment. Mais il faut... On parle beaucoup de circulaire, on vise cette économie circulaire. Vous imaginez que l'étiquette plastique, certes, elle coûte moins cher, mais on peut considérer qu'au portique de sécurité de chez Decathlon, après, elle est morte et elle ne servira plus à rien. Notre tag, il est toujours dedans, il est toujours lisible. Donc, on peut penser à des modèles d'économie circulaire, de revente, gestion de réparation. Des fabricants de vêtements de ski, par exemple, qui sous-traitent leur réparation, peuvent très bien, au travers d'une puce RFID embarquée, permettre l'accès aux réparateurs à une bomb list pour commander les empiècements qui manquent ou qui sont abîmés, une instruction de démontage, de réparation. Voilà. Mais cette valeur, le coût supplémentaire du produit, aujourd'hui, c'est clair qu'il est plus cher. C'est 4 à 5 fois le prix d'une étiquette d'un inlay plastique, en fait. Il faut y associer d'autres business models, d'autres modèles de revenus qui vont largement compenser ça. Il y en a un qui risque de forcer les choses, c'est l'arrivée du passeport digital, parce qu'aujourd'hui, quelle data carrière vous avez qui peut vivre entre le moment où vous avez acheté votre vêtement et le moment où il arrive chez le recycleur? J'en connais pas d'autres pour l'instant. J'ai juste encore une question. Et du coup, qu'est-ce qui nous assure que moi, je vais pas acheter un vêtement ou le découper, récupérer ce petit bout et le mettre dans un autre et pouvoir trafiquer. Enfin, si on s'imagine que je sais pas, j'achète un sac de luxe qui contient ce truc-là, qui me certifie que c'est bien un sac de luxe, que va pas y avoir des fraudeurs qui vont venir juste piquer le truc et le mettre dans un sac pourri à 10 €.
Alors, le démonter et le monter ailleurs, ça c'est compliqué à tracer correctement. Voilà. Parce que, mais il faut en vouloir quand même, parce qu'il faut déjà aller trouver où il est, planqué dans le vêtement. Les acteurs du luxe pensent notamment parfois à en mettre plusieurs dans un même vêtement, et notamment vérifier le matching des numéros de chacun d'entre eux. Si on en a mis 2, par exemple, c'est les 2 numéros bien connus. S'il y en a un qui a été changé, ça va se voir parce qu'il n'est pas couplé avec l'autre numéro. C'est un exemple. Voilà. Mais vous parlez de démontage, on peut parler de vol. Les inlays aujourd'hui, il y a des gens qui vont en cabine d'essayage et avec des paires de ciseaux. Hein, voilà. Bon, ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut découdre le vêtement quand même. Merci beaucoup, Boris. On va passer à notre dernier pitcher, Mobius Pack. Bonjour, donc moi je suis Victor de chez Mobius Pack, responsable des opérations. Et je vais vous raconter l'histoire horrible de cet emballage. Hier, il transportait un vêtement, il transportait du parfum ou une pièce détachée. Aujourd'hui, il va certainement finir à la poubelle. Demain, au mieux, il sera trié et recyclé. Au pire, il sera incinéré et enfoui. Mais en fait, ça, vous n'en saurez jamais rien. Et l'histoire s'arrêtera là. Imaginez par contre que vous avez maintenant un emballage réemployable et qu'il vous raconte une histoire, une toute autre histoire. Celui-là, il vous dit qu'il a été déjà utilisé 12 fois. Il a déjà économisé 100 kg de CO2. Il peut même repartir encore pour 43 utilisations. Et il pourra même vous dire que dans 5 utilisations, il sera plus rentable qu'un emballage jetable. Chez Mobius Pack, on donne de la voix aux emballages. Et en France, il y en a 1,7 milliard. Grâce à la donnée, on vient transformer des objets jetables en des actifs circulants, intelligents et valorisés. Mais pour faire de l'économie circulaire une réalité, il faut avoir ce changement de mindset, ce changement de perception. Et donc, le défi est beaucoup plus complexe que ça. Parce que sur le papier, ça paraît simple. C'est scanner un QR code à chaque étape de son parcours. C'est exciter une puce RFID à chaque portique. Mais en fait, la réalité, elle est plus compliquée. Les flux logistiques sont de vrais labyrinthes. Les entrepôts ne vont pas forcément scanner tout en masse et en exhaustivité. Et quand bien même ils sont équipés d'un portique RFID. Chez Decathlon, effectivement, tout le monde le fait. Mais chez Kiabi ou d'autres marques, est-ce que tout le monde est vraiment équipé? Donc, il y a toutes ces contraintes-là. Et en fait, un emballage, réemployable ou non, il ne fait pas un trajet parfait de A vers B et de B vers A. Donc, comment on arrive à faire en sorte que le réemploi il soit sans faille? En fait, grâce à chez Mobius Pack, ça fait 2 ans qu'on étudie les flux logistiques sur des circuits B2B, sur des circuits B2C, chez des industriels comme CNH, chez des transporteurs comme France Express ou chez des retailers comme Kiabi ou Grain de Malice. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a réussi à théoriser 12 scénarios logistiques où on vient compléter, agréger et recréer de la donnée pour pouvoir créer des indicateurs de circularité. Et en fait, cette donnée, elle va transformer l'emballage en un actif intelligent pour la supply chain. On s'adresse à des responsables RSE, à des acheteurs packaging ou à des directrices ou des directeurs aussi logistiques. Et on va leur donner 4 clés de lecture. La première, c'est suivre le cycle de vie de l'emballage. D'où vient-il? Où va-t-il? Ou à combien d'usages il en est? C'est aussi optimiser sa reverse logistique. C'est quoi les points de retour les plus performants ou à l'inverse les goulets d'étranglement? C'est mesurer son impact environnemental et économique. Chaque réemploi va permettre de venir valoriser de la matière ou une économie ou une dépense et on va le fournir à notre client. Et enfin, c'est anticiper les besoins et les ruptures. C'est comment venir moduler la flotte pour avoir la juste taille de flotte et pas avoir du suremballage. Et donc tout cela, la data permet de fournir cela. Prenons un exemple. Je suis un e-commerçant, j'ai une flotte de 1000 emballages. Dès la première expédition, je perds 30% de ma flotte. Je réitère 4-5 fois, à la fin, mon stock il est vide. Avec une plateforme de gestion du réemploi, le client il aurait pu identifier les flux de retour les plus performants, il aurait pu comprendre que certains clients n'étaient pas du tout réceptifs au réemploi ou encore que les consignes de retour n'étaient pas forcément bien comprises. Et donc, nous, on vient accompagner les clients pour les faire passer de 30 à 50% de retour. Mais en fait, ça, c'est pas encore assez. De 50 à 70, de 70 à 90. Et en fait, le réemploi commence à devenir intéressant que si vous ne perdez pas l'emballage au bout de 2, 3, 4 utilisations. Et donc, nous, chez Mobius Pack, donc certes, on conçoit des emballages
qui sont éco-conçus, conformes à la réglementation et qui sont assez robustes pour satisfaire toutes les supply chains sur des convoyeurs mécanisés en vrac ou non. Mais en fait, c'est surtout notre data qui permet d'aller plus loin qu'un simple usage unique. Et les entreprises qui auront ce changement dans leur démarche, qui adopteront le réemploi avec un pilier, certes, de l'emballage, du produit et de la technologie, auront une longueur d'avance. Celles qui attendront, elles devront le faire sous la contrainte réglementaire et dans la précipitation. Nous, on pense que l'économie circulaire, elle ne se décrète pas, elle se pilote. Jusque-là, je vous ai parlé à titre professionnel. Mais maintenant, en tant que particulier, on est tous consommateurs ou acheteurs. Ainsi, la prochaine fois que vous allez recevoir un emballage jetable, essayez et que vous allez vous diriger vers votre poubelle jaune, choisissez la bonne, posez-vous cette question. Pourquoi n'auriez-vous pas choisi une option réemployable? Nous, on pense qu'avec la bonne technologie et la bonne conception, on est capable de donner une nouvelle histoire à nos emballages et de réussir à les faire repartir pour un tour. S'il y a des questions. Bonjour et merci. Comment le particulier retourne le Mobius Pack? Alors, nous, on fait tout type de flux. Ça va être soit via un système de retour postal, donc il replie en format enveloppe et il le met dans une boîte postale, soit on a des partenariats comme avec Mondial Relais où on vient en fait redéposer l'emballage dans un point relais. C'est-à-dire que vous allez chercher votre commande, là vous avez un petit scellé que vous pouvez venir déchirer. Nous, on est interfacé avec les TMS, WMS de Mondial Relais et nous, ça nous permet de piloter aussi le sac. Donc en fait, vous allez chercher votre commande, vous l'ouvrez, pas besoin de cutter, ciseaux, vous le laissez dans le point relais, ça repart. Sinon, c'est sur des flux fermés, entrepôt, magasin, sur du click and collect. Ouais, là, aujourd'hui, c'est qui propose en tant que magasin? C'est quoi? C'est des e-commerce Donc, des e-commerçants, des retailers ou des industriels. Donc, je vous ai cité par exemple Kiabi ou Grain de Malice. On a aussi CNH qui conçoit des pièces de tracteurs. France Express, par exemple, qui utilise aussi nos big bags. Donc, en fait, nous, on conçoit des souples, des rigides, on conçoit des big bags ou des petits sacs. Donc, en fait, tout ce que vous pouvez mettre dans un emballage, on peut le faire. Bon, l'idée, c'est que ça remplisse la mission première de transporter un emballage, un contenant d'un point A à un point B. Quel est le comparatif strictement économique entre le réutilisable et le jetable aujourd'hui pour un industriel, par exemple? Ça coûte 5 fois plus cher qu'un emballage jetable. Mais en fait, ça tombe bien, nos emballages ne sont pas à vendre. Nous, si vous avez un acteur du réemploi qui vient vous vendre des emballages, il aurait tout intérêt à ce que vous les perdiez. Et puis en fait, il pourrait vous en revendre à l'infini. Nous, ce qu'on propose, c'est une économie de la fonctionnalité et de l'usage. C'est-à-dire qu'on vient proposer un coût de mise à disposition à notre client pour venir calibrer le flux avec lui et lui estimer la taille de sa flotte. Et ensuite, c'est un coût à l'usage. Et selon le volume, le modèle, ça peut commencer à partir de 20 à 30 centimes. Et donc, par rapport à son utilisation actuelle, il économise globalement combien sur un cycle finalement? En fait, ce n'est pas sur un cycle que vous allez utiliser, c'est sur 10, 20, 30, 50 cycles. Évidemment, évidemment. Mais en fait, ça va dépendre de votre flux et de la reverse existante ou non. Mais en fait, vous pouvez soit être ISO, et c'est déjà ce qu'on cherche à faire avec certains clients, et avec d'autres clients, on est déjà à 10 voire 15% de rentabilité sur une année. Merci. Après, on a des clients qui sont prêts à payer plus cher parce que la RSE est dans leur valeur. D'autres questions? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, il y a mon contact, et puis on est encore dans les parages. Merci beaucoup. Merci à la BPI aussi. Merci. On va clôturer cette matinée sur ce dernier pitch. Donc si vous voulez être mis en relation avec les pitchers que vous avez vus ou même voir les autres de l'espace, vous pouvez flasher ce QR code. On vous demandera sur quel espace vous étiez, quelle entreprise vous voulez être mis en relation et ça vous permettra d'avoir les coordonnées. Merci, à cet après-midi pour ceux qui seront là.